J'ai poussé la porte d'entrée et j'ai été saisie par l'odeur âcre de la peinture avant même d'avoir posé mon sac. Mes chaussures étaient encore humides de la pluie dehors, mes bras lourds après un service de 12 heures au petit restaurant. Mais ce que j'ai vu a fait disparaître la douleur dans un éclair d'incrédulité. 2 hommes en combinaison de travail se tenaient dans ma chambre, leurs rouleaux glissant sur les murs que j'avais peints couleur pêche quelques mois auparavant. Mes rideaux à fleurs gisaient froissés sur le sol, tachetés de gouttes de blanc. La commode que j'avais poncée et vernie pendant des week-ends était poussée au centre de la pièce, des traînées de peinture marquant déjà son vernis. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge. Qu'est-ce qui se passe ? Sylvie était appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, les lèvres retroussées en un sourire que je ne connaissais que trop bien. C'était le sourire qu'elle arborait quand elle se croyait maligne. « Oh, Marine, dit-elle d'un ton léger. Tu rentres tôt. On fait juste quelques rénovations avant d'emménager. On voulait te faire la surprise. » Son ton était désinvolte, comme si elle commentait la météo, comme si ces murs lui appartenaient. Le plus jeune peintre s'est figé en plein mouvement et m'a jeté un regard désolé. Mais Sylvie n'a pas bronché. Mes jambes semblaient flageoler. Depuis des mois, cette maison était ma promesse, la preuve que des années d'heures supplémentaires et d'économie signifiaient quelque chose. Et la voilà, la traitant comme une toile pour ses propres projets. Je voulais crier, exiger une explication, mais tout ce qui est sorti fut un murmure étranglé. Emménager ? Sylvie a penché la tête, suffisante et certaine. Tu verras. Ce sera mieux comme ça. L'odeur de peinture fraîche tourbillonnait autour de moi, et ma poitrine se serrait comme si l'air lui-même se refermait. J'ai alors compris que ce n'était que le début. Les mots « emménager » me collaient à la peau comme des vêtements mouillés. Et tandis que je me tenais dans cette pièce ruinée, mon esprit est revenu en arrière, sur le chemin qui m'avait mené ici. Pendant des années, j'avais vécu au jour le jour, pointant avant l'aube au petit restaurant de l'avenue Lancaster, le genre d'endroit où l'enseigne au néon ne s'éteint jamais et où l'odeur d'huile de friture vous colle à la peau même après une douche. Après chaque service, je raclais les pourboires, comptais les pièces de la caisse et glissais ce qui restait dans une petite enveloppe cachée dans mon placard. Les prêts étudiants prenaient leur part en premier, puis le loyer de l'appartement boîte à chaussures que je partageais avec un plafond qui fuyait et des murs en papier. Les factures, les courses, le pass de bus. Chaque mois, j'avais l'impression de me vider de mon sang, mais j'ai appris à étirer chaque euro au maximum. Les soirs de repos n'étaient pas pour se reposer, mais pour des petits boulots, débarrasser des tables lors d'événements, récurer des cuisines pour de l'argent supplémentaire, même faire du babysitting quand je le pouvais. Parfois, je pensais que ces économies ne serviraient jamais à rien. Mais j'ai persisté. Quand mes amis achetaient de nouveaux vêtements, je raccommodais les miens. Quand mes collègues commandaient à emporter, j'emballais mes restes dans des boîtes réutilisées. Chaque sacrifice avait un but. Puis, pour mon 26e anniversaire, j'ai signé les papiers pour un petit pavillon défraîchi dans les quartiers nord de Nantes. Ce n'était pas grand-chose, 2 chambres, un bout de jardin, de la peinture écaillée sur les murs extérieurs, mais c'était à moi. Payé avec chaque euro que j'avais lutté pour garder. Je me souviens m'être tenue dans le salon vide, écoutant le silence, réalisant que je m'étais enfin acheté une sorte de liberté dont personne ne pouvait m'expulser. Du moins, c'est ce que je pensais. Et maintenant, avec la voix de Sylvie résonnant dans le couloir, cette liberté semblait me glisser entre les doigts. Après ce premier choc, Sylvie a commencé à apparaître plus souvent, sans jamais appeler, s'immisçant dans mes week-ends comme si elle avait droit à cet espace. Au début, elle apportait du café ou un sac de courses, se présentant comme attentionnée, mais les conversations devenaient toujours plus acerbes. « Tu as quoi, 27 ans ?» dit-elle un samedi, inspectant la plainte à moitié peinte sur laquelle je travaillais. « Tu es trop jeune pour gérer toute cette responsabilité. Les maisons ne sont pas comme les appartements, Marine. Elles dévorent l'argent, et tu ne sais même pas dans quoi tu t'embarques. » J'ai ravalé les mots que je voulais dire, que j'avais travaillé chaque heure pour cet endroit, que j'avais compté mes centimes et étais rentré à pied sous la pluie pour économiser sur le bus. Au lieu de cela, je me suis surprise à fixer la peinture écaillée sur mon pinceau, me demandant si elle n'avait pas raison. D'autres fois, elle tournait autour du sujet de mon travail. Toujours dans ce petit resto, ma chérie ? Combien de temps penses-tu pouvoir tenir ?
Et si tu tombes malade? Et si quelque chose arrive? Sa façon de le dire me faisait serrer les poings, car je m'étais posé les mêmes questions tard dans la nuit, éveillée sous le bourdonnement du réfrigérateur. Quand Daniel, son mari, venait, il ne prenait pas de gants. Il est entré dans le salon et a annoncé, « Cet endroit serait mieux géré si nous aidions. Tu n'as jamais été propriétaire. Les erreurs coûtent de l'argent, et nous pourrions éviter ça. » J'ai ri nerveusement, mais à l'intérieur, un gouffre s'est ouvert. Leur visite me laissait épuisée, remettant en question des choix dont j'étais fière quelques jours auparavant. L'hypothèque était-elle trop lourde pour moi? Le toit était-il en pire état que je ne le pensais? Étais-je égoïste de vouloir faire ça toute seule? Quand il partait, je ne me sentais plus propriétaire de ma propre maison. Je me sentais comme une locataire en attente d'approbation. Et quand Sylvie a glissé sa main dans la mienne à la porte, serrant avec une fausse chaleur, j'ai réalisé que je ne pouvais pas dire si elle offrait du réconfort ou si elle resserrait son emprise. Un vendredi soir, je suis rentrée tard du restaurant, les mains à vif d'avoir récuré des casseroles, et j'ai remarqué que le canapé n'était pas là où je l'avais laissé. Il était tourné vers la fenêtre au lieu de la télévision. Une pile de mes livres de cuisine était bien rangée sur la table basse, comme si quelqu'un les avait organisés pour une exposition. Ma première pensée a été que j'étais trop fatiguée, que j'avais peut-être déplacé des choses et oublié. Mais le lendemain matin, la cuisine a confirmé la vérité. Mes épices avaient été réorganisées dans des bocaux assortis, les étiquettes tournées vers l'avant comme sur une étagère de magasin. Les casseroles que je gardais à portée de main étaient rangées dans des placards plus hauts. Même mes tasses à café, chacune ébréchée mais précieuse, étaient empilées dans le désordre. L'air sentait faiblement le parfum de Sylvie. Celui qu'elle portait quand elle voulait paraître impeccable. La réalisation m'a frappée. Elle était entrée sans moi. J'ai vérifié les portes, mais rien ne semblait forcé. C'est alors que le souvenir m'est revenu. 2 semaines plus tôt, Sylvie avait demandé si elle pouvait aller à sa voiture et avait eu besoin de mes clés pour prendre quelque chose qu'elle avait oublié. Elle a dû les faire copier à ce moment-là. Quand elle est passée le week-end suivant, elle n'était que sourire. Tu devrais vraiment me laisser t'aider à garder cet endroit organisé. C'est trop pour toi toute seule. Elle est entrée dans la cuisine, a pris mon téléphone sur le comptoir et a dit qu'elle devait vérifier quelque chose pour une recette qu'elle m'avait envoyée par SMS. Elle a tapoté et balayé l'écran plus longtemps que nécessaire, riant quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Ne sois pas parano, Marine. Tu es tellement coincée avec tes affaires. Ces mots sont restés en suspens après son départ. La maison ne semblait plus solide. Chaque fois que je tournais un coin, je me demandais ce qu'elle avait touché d'autre, ce qu'elle prévoyait de réarranger. Je voulais exiger qu'elle me rende mes clés, lui dire que c'était ma maison, pas la sienne. Mais la pensée de sa réaction me tordait l'estomac. Au lieu de cela, j'ai verrouillé la porte derrière elle et je suis restée dans le couloir, fixant le trousseau dans ma main, sachant que ce n'était plus le seul. Après avoir découvert la vérité sur les clés, j'ai cessé de faire confiance à ma propre mémoire. Chaque matin avant de partir au travail, j'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone, l'orientation du canapé, la place des tasses à café, la façon dont mes chaussures étaient alignées près de la porte. Le soir, je comparais les photos à ce que je trouvais en rentrant. Certains jours, rien n'avait changé. D'autres, un livre manquait à l'étagère ou les rideaux étaient attachés différemment. J'ai tout noté dans un petit carnet à spirale que je gardais sous mon matelas. Cet acte me procurait un calme étrange. Si Sylvie voulait réécrire ma maison, au moins je garderais une trace de la version originale. Un soir, après un double service, j'en ai parlé à Rose, la serveuse avec qui je travaillais depuis des années. Nous essuyions les comptoirs quand je l'ai finalement dit. Ma sœur entre chez moi quand je ne suis pas là. Elle a fait un double de mes clés. Les yeux de Rose se sont plissés. Marine, ce n'est pas juste un drame familial. C'est une violation de domicile. Tu as besoin de quelqu'un dans ton camp. J'ai haussé les épaules, embarrassée. Qui va me croire? C'est sa parole contre la mienne. Mais Rose n'était pas du genre à laisser tomber. Le lendemain, elle a griffonné un nom et un numéro sur une serviette. Maître Dubois, avocat spécialisé en droit immobilier à Nantes.
Ma cousine a fait appel à lui quand son propriétaire a essayé quelque chose de louche. Appelle-le. J'ai glissé la serviette dans ma poche, la faisant tourner entre mes doigts pendant tout mon service. L'idée d'impliquer un avocat me nouait l'estomac, mais c'était aussi comme une porte que je n'avais pas réalisé que je pouvais ouvrir. Ce soir-là, Rose m'a de nouveau surprise. Elle m'a tendu un petit porte-clés en laiton, du genre vendu dans les stations-service, avec un seul mot gravé en lettres grasses, limite. Mets ta clé de maison là dessus, dit-elle. Comme ça, chaque fois que tu l'utiliseras, tu te souviendras à qui appartient vraiment la serrure. Le poids du laiton dans ma paume était plus lourd que sa taille. J'ai accroché ma clé dessus et l'ai glissée dans ma poche, la tenant comme si elle pouvait m'ancrer contre la tempête que je savais imminente. C'était un dimanche après-midi gris quand on a martelé à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Sylvie sur le perron, 2 sacs de sport à ses pieds, ses enfants s'agitant derrière elle. Daniel se tenait en bas des marches, les bras croisés, observant en sentinelle. Nous devons emménager, a annoncé Sylvie, me bousculant comme si la décision avait déjà été prise. Le propriétaire nous a donné 3 jours pour partir. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai bloquée avant qu'elle ne puisse franchir le seuil. C'est ma maison. Tu ne peux pas simplement débarquer et décider que tu vis ici. Son sourire s'est fissuré, remplacé par cette dureté que je connaissais trop bien. Marine, ne sois pas égoïste. Nous sommes de la même famille. Tu as 2 chambres, et les enfants ont besoin d'un toit. Vas-tu vraiment les mettre à la porte? Les enfants se sont agités, mal à l'aise, sentant la tension sans la comprendre. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai tenu bon. Je ne les mets pas à la porte. Je dis que vous ne pouvez pas emménager ici. Il y a d'autres options. Vous pouvez trouver un autre endroit. Demandez à la famille de Daniel. N'importe quoi. Mais pas ici. La voix de Sylvie s'est élevée assez fort pour que les voisins l'entendent. Écoutez-la. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que notre famille a traversé. Elle claque la porte au nez de sa propre sœur. De l'autre côté de la rue, Madame Leroux a jeté un œil à travers ses rideaux, et 2 hommes promenant leurs chiens ont ralenti le pas. Mon visage brûlait, mais je me suis forcée à soutenir le regard de Sylvie. Tu as déjà dépassé trop de limites, dis-je, ma voix maintenant ferme. C'est ma maison. Je ne te laisserai pas la prendre. Pour la première fois, ses yeux ont trahi autre chose que de la surprise confiante, peut-être même la peur que sa performance ne fonctionne pas. Elle a attrapé l'un des sacs, faisant signe brusquement à Daniel et aux enfants de la suivre. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais destinée à moi seule. Puis elle a tourné les talons et a descendu les marches. Ces mots ont continué de résonner à mes oreilles bien après que le bruit de leur voiture se soit estompé. À l'intérieur, j'ai appuyé mon dos contre la porte, le cœur battant, et j'ai su que lui avoir refusé une fois signifiait seulement qu'elle reviendrait plus forte. La confrontation suivante n'a pas eu lieu sur mon perron. Elle est venue sous la forme de papier plié, glissé dans mes mains lorsque Sylvie est revenue 2 jours plus tard, suffisante et sans hâte, comme si rien ne s'était passé entre nous. Regarde, dit-elle d'un ton mielleux. Trop mielleux. Je veux juste clarifier les choses. J'ai déplié les papiers. Des captures d'écran de SMS me fixaient, chacune estampillée de mon numéro. Viens vivre avec moi, Sylvie. La maison est trop grande pour une personne. Amène les enfants. On trouvera une solution ensemble. Ma gorge s'est asséchée. Ce ne sont pas les miens. Elle a penché la tête, apitoyée. Tu as dû oublier. Tu as été si stressée avec tous ces services. Les gens ont des absences parfois. Puis est venue une autre pile, des reçus pour un ensemble de chambres, une télévision, même des ustensiles de cuisine. Chaque achat portait mon numéro de compte bancaire, le même que j'utilisais avec parcimonie, celui auquel je pensais être la seule à avoir accès. De rien, au fait, dit-elle. J'ai fait des améliorations qui nous profitent à toutes les deux. Le mot « nous » s'est planté dans ma poitrine comme une épine. Après son départ, je suis restée assise à ma table de cuisine, fixant les preuves d'une vie que je n'avais pas choisie. Avais-je été négligente avec mon téléphone? Avait-elle deviné mon mot de passe? Plus j'y pensais,
plus les frontières s'estompaient entre ce dont je me souvenais et ce que j'aurais pu négliger. Des rumeurs ont commencé à me parvenir par les voisins et les collègues. Madame Leroux m'a demandé si j'allais bien, mentionnant que Sylvie lui avait dit que j'oubliais des choses. Au restaurant, un commis a plaisanté sur le fait que j'avais laissé mon tablier derrière moi 2 fois la semaine dernière. Sylvie avait dû amplifier ça aussi. À la fin de la semaine, je me surprenais à vérifier mon propre carnet, relisant les lignes que j'avais écrites juste pour être certaine qu'elles étaient vraies. Pour la première fois, je me suis demandé si elle n'avait pas raison, si je ne perdais pas le fil plus que je ne le réalisais. Mais quand je regardais le porte-clés en laiton que Rose m'avait donné, frais et solide dans ma main, je savais que je ne pouvais pas laisser ce doute avoir le dernier mot. J'ai apporté les faux SMS et les reçus à Nantes, les mains tremblantes en les glissant sur le bureau de Maître Dubois. Il était calme, les cheveux grisonnants, le genre d'homme qui ne parlait qu'après avoir pesé chaque mot. Il a étudié les papiers, puis m'a regardé. Ces messages ne sont pas authentiques, dit-il en tapotant l'un d'eux avec son stylo. Les métadonnées ne mentent pas. Il y a des marqueurs d'une conversation générée par une application. Si elle présente ça au tribunal, nous pouvons les démonter. Le nœud dans ma poitrine s'est légèrement desserré, mais seulement légèrement. Elle répand déjà des histoires selon lesquelles je suis instable. Les gens la croient. C'est pourquoi vous avez besoin de plus que votre parole. Documentez tout. Photos, dates, heures, témoins. Les 2 voisins qui ont vu la dispute sur le perron, les collègues qui peuvent témoigner pour vous. Tout compte. J'ai hoché la tête, serrant mon carnet plus fort. Il s'est penché en avant. Et encore une chose. Changez vos serrures immédiatement. Chaque porte, chaque entrée. N'attendez pas, cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant à chaque bruit dans la maison, imaginant Sylvie se glisser à l'intérieur avec son double. À l'aube, des phares ont balayé mon jardin et une camionnette cabossée s'est arrêtée. Le beau-frère de Rose, Marc, en est sorti avec une boîte à outils. Il a travaillé rapidement, les mains sûres, passant de la porte d'entrée au portail arrière, puis à l'entrée latérale que j'utilisais rarement. J'ai regardé chaque vieille serrure tomber dans son seau comme un poids mort. Quand il a pressé les nouvelles clés en laiton dans ma paume, leur bord froid et net, j'ai senti une lueur de contrôle revenir. Il vous faudra 3 jeux, dit-il. Un pour vous, un de secours dans un endroit sûr, et un pour quelqu'un de confiance. J'en ai glissé une sur le porte-clés que Rose m'avait donné. Le mot limite brillait dans la lumière matinale. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti la maison se resserrer autour de moi, comme une porte enfin fermée contre une tempête. Mais je savais aussi que les tempêtes ne disparaissent pas simplement parce qu'on verrouille les fenêtres. À 6 heures le lendemain matin, des poings ont secoué la porte d'entrée assez fort pour faire trembler le cadre. Je l'ai ouverte pour trouver 2 policiers sur le perron. Sylvie se tenait derrière eux, un dossier serré contre sa poitrine, le triomphe dans les yeux. Mademoiselle Leclerc, a dit un policier. Nous avons reçu une plainte. Votre sœur prétend que vous retenez ses affaires et que vous l'empêchez d'accéder à la propriété. Sylvie s'est avancée, ouvrant le dossier. Elle nous a invités à vivre ici. J'ai les SMS. Elle oublie, c'est tout. Elle leur a tendu les mêmes faux messages que j'avais déjà montrés à Maître Dubois, chaque ligne suintant d'une version de moi qui n'existait pas. Mes mains tremblaient, mais je me suis forcée à parler. Ce sont des faux. Cette maison est à moi, et je n'ai jamais donné ma permission. J'ai cherché le dossier que j'avais préparé, l'acte de propriété à mon seul nom, des photos imprimées montrant des meubles déplacés sans mon consentement, et mon carnet rempli de dates et de détails. Les policiers semblaient peu convaincus, jetant des regards entre nous, quand des phares ont traversé le jardin. Maître Dubois est sorti de sa voiture, sa mallette à la main. Il a salué calmement les policiers et a demandé à examiner les impressions de Sylvie. C'est une fabrication, a-t-il dit après une minute, pointant les incohérences. Les métadonnées montrent que cela a été généré par une application tierce. Si cela va plus loin, la falsification elle-même pourrait être poursuivie. Les policiers se sont raidis. L'un d'eux s'est tourné vers moi. Voulez-vous que ces objets soient retirés de la maison maintenant, sous notre supervision ? Oui, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru.
Pendant l'heure qui a suivi, Sylvie et Daniel ont sorti leurs valises et leurs cartons sous les yeux des policiers. L'ensemble de chambres qu'ils avaient achetées avec mon argent volé est parti aussi. Pièce par pièce, jusqu'à ce que la maison soit vide de leur présence. Quand la voiture de patrouille est enfin partie, le silence est tombé, lourd et pur. Je suis restée à la fenêtre, la clé en laiton chaude dans ma main, sachant que le dernier mot n'avait pas encore été dit. Le matin après le départ de la police, j'ai traversé chaque pièce lentement, laissant le calme s'installer en moi. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de bruit de pas inconnu, pas de parfum persistant dans l'air, pas de meubles déplacés. Il n'y avait que moi et la maison pour laquelle je m'étais battue. Je n'ai pas perdu de temps. La même semaine, j'ai demandé une ordonnance restrictive avec l'aide de Maître Dubois. La paperasse était épuisante, mais j'ai signé chaque page d'une main ferme. La nuit, Marc est revenu pour installer une petite caméra près de la porte d'entrée et une autre près du portail arrière. Regarder les écrans s'allumer sur mon téléphone m'a procuré un étrange réconfort. La maison n'était plus un terrain ouvert. C'était à moi de la défendre. Rose est passée avec des sacs de terreau, et ensemble nous avons planté des marguerites et de la lavande le long de l'allée. Je me suis agenouillée dans la terre, pressant les racines, sentant quelque chose se relâcher en moi à chaque poignée de terre. C'était ma ligne tracée avec des pétales et des tiges, ma preuve que la beauté pouvait pousser même après une intrusion. Quand le jardin a été terminé, je suis rentrée et j'ai accroché le porte-clés en laiton que Rose m'avait donné à un clou sur le mur de la cuisine. Le mot limite brillait contre la peinture. Je suis restée là un long moment, à le regarder, me souvenant à quel point je m'étais sentie petite et fragile lorsque Sylvie avait franchi mon seuil pour la première fois. Maintenant, à 27 ans, je comprenais que l'indépendance n'était pas garantie par un titre de propriété ou un jeu de serrure. C'était un choix que je devrais défendre, encore et encore. Fragile, oui, mais toujours le mien. Quand la liberté arrive trop tôt, la protégez-vous avec peur ou avec fierté ?